très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité politique au plus près de chez vous, avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Cette émission sera bien sûr largement consacrée à l'analyse de l'allocution d'Emmanuel Macron. On va en parler dans quelques instants avec le sénateur du jour, un futur ex-sénateur, puisqu'il quitte le Sénat ce soir, c'est Martial Bourquin. Dans une demi-heure, l'invité politique, Hervé Morin, le président de la région Normandie. Et puis dans le Club des Territoires, on parlera aussi des municipales, notamment à Marseille, à Montpellier et au Havre. Mais avant cela, voici les principales informations de ce lundi 15 juin. Feu vert pour le déconfinement en France métropolitaine. À partir d'aujourd'hui, réouverture totale des cafés et restaurants en Île-de-France, comme dans le reste du territoire. Emmanuel Macron qui a également annoncé la réouverture obligatoire des crèches, écoles et collèges dès lundi prochain. Voyager en Europe, c'est presque possible à compter d'aujourd'hui. La France ouvre ses frontières avec ses voisins européens, mais avec un principe de réciprocité. Vous pouvez séjourner en Italie, en Allemagne, en Belgique ou encore en Suisse, mais il faudra patienter par exemple jusqu'au 21 juin pour l'Espagne. Et puis c'est aujourd'hui que débute officiellement la campagne officielle pour les municipales. Emmanuel Macron qui a confirmé hier soir la tenue du scrutin le 28 juin dans les 4816 communes n'ayant pas choisi leur maire au premier tour. Et le sénateur du jour, c'est donc Martial Bourquin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste du Doubs, mais plus pour longtemps, on le disait, puisqu'après 12 ans, vous allez quitter ce soir le Sénat pour rejoindre votre fauteuil à la mairie d'Audincourt. Vous avez été élu le 15 mars dernier lors du premier tour des municipales. On va en parler, mais bien sûr, on va parler d'abord de cette allocution d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui s'est exprimé hier à 20h pendant une vingtaine de minutes. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'allocution du chef de l'État ? Elle était moins longue que d'habitude, parce que Emmanuel Macron a l'habitude d'être très long, et il a annoncé ce qui était attendu, c'est-à-dire la fin du déconfinement, même s'il faut garder les gestes barrières, notamment pour l'hôtellerie, le tourisme, la restauration. Et bien sûr, la France attendait des mesures précises dans ce sens. Alors il les a données. Il a ensuite essayé de tracer une perspective pour l'avenir. Je pense que déjà, il faut faire face à cette tourmente économique qui est devant nous, économique et sociale. Et ensuite, nous verrons les perspectives. On va en parler longuement de ce discours, on va rentrer dans le détail, mais est-ce qu'il était dans son rôle, Emmanuel Macron, hier ? Est-ce qu'annoncer une nouvelle étape du déconfinement, c'est pas le rôle du Premier ministre ? Bien sûr, je n'ai pas très bien compris pourquoi il s'apprête à mener le déconfinement. C'est-à-dire il y a un Premier ministre, il y a des ministres qui sont là. Normalement, c'était à eux à mener ce déconfinement. Comment vous l'expliquez alors ce choix de c'est son décrochage dans les sondages, je pense. Il s'est aperçu que le Premier ministre gagnait en popularité et il est en train de jouer le rôle de président et de Premier ministre en même temps. Ce que vous regrettez ? C'est pas son rôle. C'est regrettable parce que le président doit prendre de la hauteur sur... regardez un peu la façon, ça s'est fait en Allemagne avec Angela Merkel qui a évité les superlatifs, qui a évité les déclarations de guerre au virus et tout ça, mais qui, de façon très méthodique, a veillé à ce qu'il y ait une action sans concession contre le virus et surtout d'avoir mis des moyens économiques, sociaux, sanitaires pour faire face au virus avec de meilleurs résultats que nous. J'ai l'impression que le verbe chez Emmanuel Macron prend une place presque anormale par rapport à l'action. Allez, on va revenir en détail sur ce discours, cette quatrième allocution depuis le début de la crise sanitaire. Avant d'en parler avec vous, on va en voir les temps forts. C'est avec Marion Vigreux. En prenant la parole hier, Emmanuel Macron est venu présenter la phase 3 du déconfinement et les nouvelles orientations de son quinquennat. Et que retenir ? Premièrement, le retour à la normale, avec une France totalement verte, à l'exception de Mayotte et de la Guyane. Les déplacements dans l'Union européenne reprennent, les visites sont autorisées dans les EHPAD, les cafés et restaurants réouvrent, tout comme l'ensemble des établissements scolaires. Les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir, à partir du 22 juin, tous les élèves, de manière obligatoire. Après avoir géré l'urgence, le président dresse un bilan positif de son action et désormais il peut se projeter avec un mot d'ordre: reconstruire. La nouvelle étape qui s'ouvre à partir de demain va permettre d'accélérer la reprise. Il le faut. Et là aussi, je compte sur vous. 500 milliards d'euros ont été mobilisés pour la relance. Le chef de l'État assure qu'ils n'impliqueront pas de hausse d'impôts, mais qu'ils nécessitent un nouveau pacte productif. La seule réponse est de bâtir un modèle économique
durable, plus fort, de travailler et de produire davantage pour ne pas dépendre des autres. Il nous faut créer de nouveaux emplois en investissant dans notre indépendance technologique, numérique, industrielle et agricole. Il nous faut aussi créer les emplois de demain par la reconstruction écologique. Investir dans l'économie verte, dans la santé et dans la solidarité en s'appuyant également sur l'Union européenne. Pour Emmanuel Macron, la reconstruction du pays ne se fera également pas sans ordre. Ce discours est l'occasion pour lui de réagir aux manifestations de ces derniers jours. Cet ordre, ce sont les policiers et les gendarmes sur notre sol qui l'assurent. Ils sont exposés à des risques quotidiens en notre nom. C'est pourquoi ils méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation. Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. Le chef de l'État veut écrire une page nouvelle pour la France. Il a prévu de s'adresser de nouveau à la nation en juillet pour présenter ses premières actions. Martial Bourquin et Emmanuel Macron qui étaient notamment entendus sur cette question des violences policières. Les manifestations se multiplient, d'un côté contre les violences policières, de l'autre des policiers. Eux-mêmes, il n'a pas employé hier le mot de violence policière, mais il a appelé à l'unité de la République. Il a dit « nous serons intraitables face au racisme ». Et de l'autre côté, il a soutenu les policiers et les gendarmes. Est-ce qu'il a trouvé les bons mots pour vous ? Il est dans l'entre-deux. Alors c'est compliqué parce que moi comme maire, je fais appel à la police à chaque fois qu'il y a des troubles à l'ordre public, où il y a des violences et tout cela. C'est-à-dire la police, dans un État, est absolument indispensable. Elle doit être une police de la République. Une police armée des valeurs de la République. Et la police ressemble à sa société. Il est inadmissible de faire une généralisation sur quelques actes, quelques personnes, qui, parfois, j'ai vu ce site, là où il y avait à peu près 8000 personnes, qui faisaient du racisme à longueur d'écriture sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une chose. Mais les policiers, je suis ami avec des policiers, il y a des gens qui aiment leur métier, qui ont une grande idée de la République. Et il faut éviter la généralisation. Et la seconde chose, le racisme est un poison. Le racisme est un poison et ce qui s'est passé aux États-Unis avec la mort de cet homme qui est resté de longues minutes avec un genou sur la gorge pour le faire mourir, il faut le dire, et avec une violence inouïe, ça c'est inadmissible. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'on doit s'interroger sur les techniques de maintien de l'ordre ? L'année dernière, lorsqu'il y avait les Gilets jaunes, des questions ont été posées sur les techniques de maintien de l'ordre. Et on n'a pas répondu à ces questions. Et là, maintenant, on s'apprête à aborder ce débat. Franchement, il faut réfléchir aux techniques de maintien de l'ordre pour à la fois protéger nos policiers, mais aussi faire en sorte que les interventions ne se traduisent pas par des drames. Et donc, de ce point de vue, l'État est en train de travailler le dos au mur, alors qu'il aurait dû... Je pense que lorsque Bernard Cazeneuve avait pris ses responsabilités, lorsqu'il y a eu... vous vous rappelez l'assassinat de Malik Oussekine, on avait dit que ces techniques-là étaient prohibées, définitivement. On les a remis en place progressivement, lorsqu'il y a eu les manifestations des Gilets jaunes. Je crois que le débat doit venir au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Il faut que le président arrête de s'écouter tout seul. Il faut qu'à un moment donné, il écoute les parlementaires et qu'on mette en place la police de la République. Elle est aujourd'hui républicaine, cette police, cette gendarmerie. Il faut la soutenir dans des moments difficiles, mais en même temps, ces techniques de maintien de l'ordre sont prohibées. Et il faut bannir le racisme dans tous les corps sociaux, et y compris... Quand Emmanuel Macron dit « nous serons intraitables face au racisme et à l'antisémitisme », mais ce combat est inacceptable quand il est récupéré par les séparatismes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors, inévitablement, il y a, lorsqu'on rencontre un problème comme celui-là, il va y avoir une utilisation presque idéologique de certains problèmes. Le vrai problème, c'est toujours de réfléchir dans la question républicaine. Si vous vous servez d'un fait pour dire il ne faut plus de police, parfois la même personne qui dit cela sera la première à demander la police lorsqu'elle aura un problème.
Elle est indispensable, la police. Et il faut que cette police soit armée des valeurs de la République et surtout ait des techniques de maintien de l'ordre qui soient adaptées à notre société. Société qui doit être humaniste, une société qui doit respecter les personnes. Et lorsqu'il y a des troubles à l'ordre public, il faut qu'il y ait une police qui puisse agir. Moi, j'ai un commissariat dans le pays de Montbéliard. Il est désuet dans une situation inadmissible. Comment nos policiers peuvent travailler dans ces conditions ? Il y a des voitures qui sont dans un état déplorable. Toutes ces questions-là doivent être abordées. Il faut une police moderne, il faut une gendarmerie moderne, et il faut leur donner des moyens. Un dernier mot sur ce sujet, on le disait, les manifestations se multiplient. Emmanuel Macron a dit hier soir que les rassemblements resteront toujours très encadrés. Il a raison. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire tout cela. C'est encadré. Je me rappelle l'année dernière, il y a eu parfois une volonté du pouvoir d'aller à l'affrontement avec les manifestants. Et je crois que... Il y avait une volonté d'affrontement dans les manifestations des Gilets jaunes ? Ah, moi j'ai vu des policiers qui ont dit qu'ils avaient des ordres. Il y en a qui ont même fait des déclarations dans ce sens-là en disant les techniques de maintien de l'ordre étaient vraiment offensives. Et normalement, maintenir l'ordre, c'est justement avoir une situation où la police, la gendarmerie agit en faisant en sorte de calmer les choses. Le droit de manifester est indispensable dans une société. Et il doit se dérouler dans les meilleures conditions. Et la police doit justement assurer le droit de manifestation. Allez, on va continuer à parler de ce discours d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui s'est exprimé sur les territoires et les élus. On va en parler avec notre journaliste Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Martial Bourquin. Bonjour. Et le président de la République qui a donc aussi fait des annonces sur l'organisation de l'État. Effectivement, Ariane, c'est le troisième axe de cette reconstruction dessinée hier par le président de la République. Emmanuel Macron veut changer l'organisation de l'État avec une nouvelle vague de décentralisation pour donner plus de pouvoir aux acteurs de terrain. Écoutez-le. Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris. Face à l'épidémie, les citoyens, les entreprises, les syndicats, les associations, les collectivités locales, les agents de l'État dans les territoires ont su faire preuve d'ingéniosité, d'efficacité, de solidarité. Faisons-leur davantage confiance. Libérons la créativité et l'énergie du terrain. C'est pourquoi je veux ouvrir pour notre pays une page nouvelle donnant des libertés et des responsabilités inédites à ceux qui agissent au plus près de nos vies. Liberté et responsabilité pour nos hôpitaux, nos universités, nos entrepreneurs, nos maires et beaucoup d'autres acteurs essentiels. Plus de liberté, une nouvelle organisation de l'État et une nouvelle manière de gouverner pour Emmanuel Macron qui avait annoncé pendant la crise sanitaire qu'il allait se réinventer et il souhaite désormais jouer plus collectif en lançant des consultations auprès du Parlement, des corps intermédiaires pour définir la marche à suivre dans la relance du pays. On l'écoute. C'est dans cet esprit de concorde que j'ai demandé au président des deux chambres parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental de proposer quelques priorités susceptibles de rassembler le plus grand nombre. C'est aussi dans cet esprit que j'ai engagé des consultations larges que je poursuivrai durant les prochains jours. L'issue de ces consultations sera dévoilée dans son discours du mois de juillet. Merci beaucoup Alex, à tout à l'heure pour la revue de presse. Martial Bourquin, Emmanuel Macron qui sent prêt à ouvrir une nouvelle page de la décentralisation sans toutefois prononcer le mot. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie du discours ? Là aussi, on est dans l'entre-deux. À la fois, je ne sais pas si les mots d'Emmanuel Macron relèvent d'une volonté décentralisatrice. Qu'est-ce qu'on a remarqué durant cette crise sanitaire ? Le fait d'avoir un pouvoir de plus en plus vertical. Et ça, c'est le macronisme. C'est-à-dire de plus en plus vertical. Un jacobinisme exacerbé. Eh bien, par exemple, en ce qui concerne la santé, on est obligé de se rendre compte qu'aujourd'hui, le système avec des ARS qui ont tout pouvoir directement reliés au ministère de la Santé, ça ne fonctionne pas. Il faut réformer ces agences Mais nationales de santé pour vous. mais bien sûr qu'il faut les réformer. Non seulement il faut les réformer, mais la santé aujourd'hui ne peut plus être déconnectée des conseils régionaux, des conseils départementaux. Je souhaite
que les ARS soient sous la responsabilité des conseils départementaux et des conseils régionaux. Pourquoi ? Parce qu'ils auront des élus où il faut rendre compte. Je me rappelle quand les lycées étaient une compétence d'État et qu'on l'a mis aux régions. Jamais les lycées se sont si bien portés lorsque ce sont les régions qui l'ont pris en charge. Et donc, sur des tas de questions, sur la politique économique, j'ai trouvé que les régions n'étaient quasiment pas abordées hier. On n'a pas parlé des régions. Elles ont un rôle essentiel. Regardez l'Allemagne, comment c'est passé. L'Allemagne sont les Länder qui ont mené la bataille sanitaire. Ce sont eux qui, maintenant, pratiquent la relance. Et donc, on a, de ce point de vue, un effort à faire. Et si c'était une prise de conscience chez Emmanuel Macron, je ne le pense pas. C'est lui qui dicte. Il faut laisser le Parlement travailler. Et sur cette décentralisation, quand vous dites c'est une prise de conscience, je ne le pense pas, ça veut dire quoi ? Qu'il n'ira pas plus loin dans la décentralisation pour vous ? Si, je pense qu'il va y avoir une loi de décentralisation, peut-être, certainement. Mais à minima ? À minima, alors qu'aujourd'hui, nous nous apercevons qu'il faut être au plus près des réalités. À la fois, il faut une stratégie un État stratège, et en même temps, des régions, des départements, des communautés d'agglomération et surtout des communes qui agissent. Et avec plus d'autonomie ? Avec plus d'autonomie, puis des moyens. Je prends un exemple, par exemple, la ville d'Audincourt. Le Covid, c'est déjà à peu près 500 000 euros de perdus pour la ville, c'est-à-dire de dépenser, des dépenses qui ne devraient pas exister. On ne sait pas comment nous allons être compensés. Ce qu'il y a de sûr, qui est-ce qui était au charbon ? Eh bien, souvent, ceux qui étaient au charbon, c'était les maires. C'était les conseillers municipaux. Et ils ont fait un travail extraordinaire. Là, il y a peu de temps, 1 an, 2 ans, on disait qu'il y avait trop d'élus. Et là, on s'est aperçu que grâce aux élus, on pouvait faire face à une crise de cette ampleur. Voilà, je pense que cette prise de conscience, j'espère qu'elle n'est pas tactique. J'espère que ce n'est pas une façon de vouloir mener une nouvelle campagne électorale dès maintenant. Mais vous en doutez ? J'en doute. J'en doute parce que nous avons vécu le contraire pendant la grande partie du mandat d'Emmanuel Macron. On a besoin d'un État décentralisé. Après les lois Defferre, Raffarin, il nous faut un grand acte de la décentralisation pour être plus efficace, pour avoir un État décentralisé, pour avoir un État où à la fois les préfets, les services de l'État décentralisés travaillent avec l'ensemble des collectivités territoriales. Emmanuel Macron qui a également rappelé qu'il avait écrit au président des assemblées parlementaires, à Richard Ferrand, à Gérard Larcher, au président du CESE également. Il appelle à la concorde nationale. Est-ce que le Parlement est suffisamment écouté par l'exécutif ? Parlement, j'ai écouté chez vous, Hervé Marseille, qui disait que le Parlement quasiment n'avait quasiment plus son mot à dire sur des tas de choses. Hervé Marseille, c'est le président du groupe centriste ici. Voilà, il le disait et il a raison. Je partage complètement son avis. Aujourd'hui, le Parlement sert uniquement à valider les positions de l'exécutif. Avec une majorité qui est aux ordres pour Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, le Sénat a multiplié les propositions. Souvent, ces propositions restent lettres mortes. Et ça, c'est un défaut de notre République. Nous parlions de la République tout à l'heure. La République a besoin d'un Parlement fort. Et aujourd'hui, le Parlement est mis sous éteignoir. Et ça, c'est une mauvaise chose pour la démocratie. On va parler d'un autre sujet, c'est l'emploi, dont il a bien sûr été question hier. Emmanuel Macron qui a dit hier que ce qui avait été fait en France pour sauver l'emploi était inédit, qu'il fallait mesurer notre chance. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce que vous reconnaissez que l'État a fait ce qu'il faut en matière d'emploi ? Moi, je pense que l'idée, pendant le Covid, de geler l'activité économique qui ne pouvait plus se tenir parce qu'on aurait une crise sanitaire encore bien plus importante, était une bonne solution. Que de faire comme en 2008, ce qu'ont fait plusieurs pays européens, de faire fonctionner le chômage partiel, est utile. Ça a été fait. Et ça, il faut le reconnaître. La deuxième chose, maintenant, il faut que les capacités productives refonctionnent. On a un vrai problème de demande. Il y a eu une épargne de précaution qui s'est mise en place durant cette crise. Est-ce qu'il va y avoir, notamment vers les plus défavorisés, vers les invisibles de notre République, des efforts très importants pour augmenter la demande ? Ces personnes
sont vraiment en très grave difficulté après cette crise. Je pense que la pauvreté, la précarité risquent d'augmenter. On peut être dans une tornade sociale et économique. On parlait de PSA tout à l'heure, l'ensemble des contrats intérim ont été supprimés. Du jour au lendemain, des personnes se retrouvent sans travail. Alors bien sûr, ils ont des indemnités, mais leur avenir. Et donc, on a Justement, vous avez beaucoup travaillé, vous, au Sénat, durant ces 12 années, sur la politique industrielle de la France, sur l'avenir de notre industrie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes inquiet, malgré le cap que veut prendre Emmanuel Macron sur ce sujet ? Vous vous rendez compte de cette découverte en disant on va essayer d'être indépendant. Avant, quand on parlait de souveraineté nationale dans certains domaines, c'était presque un gros mot. On était des personnes qui voulaient travailler en autarcie. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire, la souveraineté industrielle sont des questions essentielles pour une république. Et c'est une utopie, cette souveraineté industrielle, ou c'est possible aujourd'hui ? Alors, elle n'est jamais totale, mais une république, un gouvernement qui se respecte doit avoir... Vous regardez voir ce qui s'est passé avec Sanofi. Sanofi a eu 1 milliard d'aides du crédit impôt recherche pendant les dernières années. 1 milliard de subventions. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a supprimé 5000 emplois sur le territoire national. Aujourd'hui, vous achetez du Doliprane, du paracétamol, il n'est plus fabriqué en France. On en est à faire en sorte qu'il y ait un achat uniquement d'une plaquette par personne. Mais lorsque on était en pleine crise, le curare, des molécules essentielles pour la médecine, qui ont été parfois découvertes et travaillées chez nous, on savait qu'elles étaient en Chine ou en Inde. Qu'est-ce qu'a fait l'Inde immédiatement quand il y a eu le Covid ? Elle ferme ses frontières. Et si nous voulons tirer les enseignements de cette crise, eh bien, la question de la souveraineté sanitaire, souveraineté alimentaire y compris, souveraineté industrielle sont des questions essentielles. Allez, on va passer à votre revue de presse, Martial Bourquin, avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec l'Est républicain. Et l'Est républicain qui titre sur l'une des principales annonces d'Emmanuel Macron hier soir, le retour à l'école obligatoire. Les écoles et les collèges devront accueillir tous les élèves à partir du 22 juin, un accueil qui va nécessairement impliquer un allègement des contraintes sanitaires. Et puis le président de la République hier a évoqué dans son discours le débat actuel sur le racisme et l'héritage historique. Il a assuré qu'aucune statue ne serait déboulonnée. Et justement, l'Est républicain, dans son édition de Besançon, aujourd'hui, propose un dossier sur les statues de francs-comtois qui sont actuellement remises en question dans ce débat. C'est le cas, par exemple, de Georges Cuvier, célèbre scientifique, fondateur de la paléontologie et auteur de nombreux écrits racistes. Il y a ensuite Proudhon, fondateur du socialisme révolutionnaire, fervent opposant de l'abolition de l'esclavage. Et enfin, l'un des écrivains les plus célèbres, Victor Hugo, défenseur de la colonisation et dans ses écrits parfois condescendants avec les peuples africains. Alors Martial Bourquin, une question, est-ce qu'il faut déboulonner la statue de Victor Hugo ? Certainement pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur l'héritage et le racisme ? Vous savez, en histoire, en sociologie, si vous ne contextualisez pas ces écrits, inévitablement, vous les jugez à l'aune de nos jours, inévitablement, vous vous trompez. Bien sûr que sur ces questions, je préfère Proudhon à Victor Hugo sur les questions du racisme et de la colonisation. Mais en même temps, vous vous rendez compte de l'œuvre de Victor Hugo, émancipatrice. C'est un des hommes essentiels, notamment en Franche-Comté, qui a joué un rôle au niveau de la culture européenne, la culture française, essentielle. Pourquoi on se mettrait à déboulonner une statue comme celle-là ? C'est pas possible. Pour nous, l'héritage de Victor Hugo est un héritage essentiel. Allez, on va poursuivre avec l'actualité dans votre région Bourgogne-Franche-Comté et ces violences qui ont eu lieu dans le centre-ville de Dijon. Et une nouvelle nuit de violence dans la capitale de la Côte d'Or avec des règlements de compte entre les communautés tchétchènes et maghrébines, des fusillades, des centaines d'hommes cagoulés armés de barres de fer et un homme de 40 ans qui a été blessé par balle.
Et on termine avec une actualité qui concerne la ville d'Audincourt, la ville de Martial Bourquin. Et on finit par votre ville, Martial Bourquin, à Audincourt, où la salle de concert locale, le Moloko, salle des musiques amplifiées, théoriquement, elle pourrait rouvrir ses portes avec les annonces gouvernementales, mais en réalité, à cause des contraintes sanitaires, la capacité du Moloko passerait de 600 places à 50 places. Autrement dit, les gérants ont préféré une réouverture en septembre prochain. Merci beaucoup Alex. On le disait en début d'émission, Martial Bourquin, c'est votre dernier jour aujourd'hui au Sénat que vous allez quitter après 12 ans pour rejoindre la mairie d'Audincourt. Mercredi, vous avez posé votre dernière question d'actualité au gouvernement. L'occasion pour le Sénat de vous rendre hommage, on va regarder. Je voudrais saluer Martial Bourquin qui va quitter le Sénat pour rejoindre sa commune d'Audincourt, qui a bien de la chance de le retrouver. Je voudrais saluer son engagement pour le Sénat et notamment sa persévérance sur les questions industrielles et d'emploi. Dans quel état d'esprit vous êtes, Martial Bourquin, au moment de quitter le Sénat ? Ému. Une assemblée indispensable à la République. Un rôle essentiel pour travailler avec l'Assemblée nationale sur des vrais projets de loi. Moi, en tout cas, j'ai mené ce mandat avec la ferme volonté de faire avancer les choses, sur les questions industrielles notamment, mais sur l'assurance emprunteur, sur le dossier des délais de paiement des entreprises. Le Sénat a ce recul, c'est la Chambre des collectivités, a ce recul que parfois n'a pas l'Assemblée. Il est essentiel. Et le bicamérisme, vous savez, fonctionne souvent avec une assemblée qui gère en flux tendu la vie politique et une autre qui a le recul. Un recul fort, parce que vous avez vu que les rapports du Sénat, le temps où on passe en assemblée est parfois plus important, y compris sur des textes de loi. Et donc, j'ai vraiment une nostalgie qui commence, parce que je sais quelque chose qui s'arrête. Je trouve que être parlementaire, c'est une chance, c'est un honneur que nous font les grands électeurs lorsqu'ils nous emmènent au Sénat, et on ne doit pas les décevoir. Et j'ai essayé d'être vraiment le meilleur possible sur des dossiers essentiels de nos collectivités, mais aussi pour servir notre population. On est là pour servir. Si je vous demande quel est votre meilleur souvenir, qu'est-ce que vous me répondez après ces 12 ans au Sénat ? Lorsque l'Assemblée a voté mon amendement sur l'assurance emprunteur. Assurance emprunteur qui pourrait redonner environ 3 milliards de pouvoir d'achat aux ménages français. Vous savez, moi je viens du monde du travail. J'ai été dans une usine, j'ai travaillé en chaîne, j'ai été syndicaliste. J'ai toujours défendu le monde du travail. Et quand on a fait voter cet amendement, et ensuite il y a eu une proposition de loi qui a été votée par le Sénat, redonner du pouvoir d'achat à celles et ceux qui n'en ont pas, ça m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, vous étiez le dernier sénateur ouvrier ici au Sénat. Est-ce qu'il y a un problème de représentativité ? Bien sûr. Enfin, c'est là qu'on s'aperçoit, il y a 5 ou 6 millions d'ouvriers. Être le seul qui a travaillé en chaîne pendant des années, ça pose un vrai problème. Vous vous rendez compte qu'on exclut une classe sociale entièrement ? Il y a un vrai problème de représentation. C'est-à-dire, il faut qu'on Comment on y remédie ? C'est dû à quoi, selon vous ? Alors, c'est dû à plusieurs choses. Je pense que il faut qu'on forme plus de ce qu'on appelle des intellectuels organiques, c'est-à-dire une classe sociale. C'est Antonio Gramsci qui parlait d'intellectuels organiques, avec le syndicalisme, avec une certaine formation, une formation certaine, forme des intellectuels. Et ceux-ci peuvent prendre des responsabilités. Ça se fait beaucoup moins qu'auparavant. Et ça, je le regrette. Alors, les organisations ouvrières ont un rôle à jouer dans ce sens. La deuxième chose, c'est que dans des pays scandinaves ou ailleurs, ça n'existe pas. Il y a des personnes qui sont ouvriers, qui deviennent des parlementaires ou qui ont des grandes responsabilités et qui peuvent retourner à leur travail ensuite.
Et ça, c'est dommageable que ça ne se fasse pas. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Martial Bourquin d'avoir été avec nous Merci ce matin à vous. et durant toutes ces années sur les plateaux de Public Sénat. Vous avez toujours répondu présent pour répondre à nos interviews, à nos débats. Merci à vous. d'avoir été avec nous et on vous souhaite bien sûr plein de bonnes choses dans vos belles fonctions de maire. Merci. Dans 2 minutes, c'est l'invité politique. Ce sera Hervé Morin qui sera avec nous, le président de la région Normandie. Il sera avec nous depuis Caen. Mais d'abord, on va regarder un extrait de Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur la semaine au Parlement. Brigitte Boucher et Tam Trannuy recevaient la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann. Elle est revenue sur l'état d'urgence sanitaire. On regarde. Je pense que petit à petit, on grignote sur les libertés publiques. Je pense aussi qu'on grignote, plus que grignote, on affaiblit le Parlement. Et on fait croire que c'est par un coup d'ordonnance, d'ailleurs pas seulement sur ces sujets d'urgence, c'est l'exécutif qui sait mieux faire. Bon, on a vu l'exécutif, il y a quand même eu d'énormes dysfonctionnements, pour ne pas dire de fautes et d'erreurs. Donc non, ça n'est pas une faiblesse d'associer le Parlement aux décisions publiques, et en particulier quand il s'agit des libertés, où il faut trembler quand on modifie nos lois sur ce sujet. Vous avez des craintes sur la liberté de manifester. On entend déjà l'opposition, on entend les syndicats. Écoutez, regardez l'histoire des infirmières qui voulaient faire grève, ou les paramédicaux qui veulent faire grève le 16. On interdit les manifestations. Ils manifestent tous les jeudis. Aujourd'hui, il y a des mouvements. Il y a eu des rassemblements pour d'accord, mais la loi, qui ont été autorisés. Je m'excuse, la loi, elle n'est pas là pour être à géométrie variable. On a le droit ou on n'a pas le droit. Donc il fallait interdire le rassemblement, par exemple, pour George Floyd, l'hommage à George Floyd. Non, je dis simplement que c'est pas la peine d'aller faire une loi pour dire qu'on va interdire. On peut toujours interdire une manifestation. Trouble à l'ordre public. Il n'y a pas besoin d'avoir une loi d'urgence. Si le préfet considère qu'il y a un trouble à l'ordre public parce qu'il y a une menace sanitaire, c'est trouble à l'ordre public. Il n'y a pas besoin de cela. D'ailleurs, ils ne se gênent pas pour les interdire. Mais je vois bien la pression qu'il y a pour essayer de tuer les mouvements sociaux, ou alors on donne le sentiment qu'on laisse faire et que la loi s'applique à géométrie variable. L'émotion dépasse les règles juridiques, a dit Christophe Castaner. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Ça a été salué par une partie de la gauche qui a dit... Moi, je pense que les règles juridiques doivent permettre que l'émotion s'exprime. Et là, on met des règles juridiques inadaptées qu'on ne respecte pas, et après, comment aller expliquer que c'est selon que vous serez puissant ou misérable, les circonstances, les têtes d'opinion. Non, les lois, les règles juridiques doivent permettre à l'émotion populaire de s'exprimer. Et notre invité politique ce matin est à distance dans sa belle région normande. Bonjour Hervé Morin, merci beaucoup. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de la région Normandie, président du mouvement Les Centristes. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal. On va commencer bien sûr par cette allocution d'Emmanuel Macron hier, Hervé Morin. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette intervention ? Écoutez, si je résume les choses, je trouve que l'autosatisfaction du chef de l'État sur la gestion de la crise, quand on a en tête l'absence d'anticipation sur l'ensemble de sujets majeurs qui ont probablement amené la France à confiner très sévèrement et à reprendre plus tard que les autres, avec ses conséquences aujourd'hui sur l'activité économique, puisque nous sommes un des pays européens dans lequel l'activité économique a le plus faibli. Cette autosatisfaction probablement était malvenue. Sur le reste, j'approuve complètement ce qu'il a pu dire sur le soutien à la police nationale, sur les manifestations antiracistes. Je pense que on doit apporter son soutien le plus total à une police nationale qui n'est pas raciste, qui ne doit pas faire l'objet d'une espèce de suspicion généralisée. Il a trouvé les bons mots. Il a trouvé les bons mots. On sait que le sujet était compliqué, il était attendu. Il a trouvé les bons mots là-dessus pour vous. Oui. Pour moi, il a trouvé les bons mots. Reste après à savoir comment tout ça sera décliné. Mais il fallait le faire. Vous voyez bien ces manifestations tous les soirs de policiers. Je voyais dans la presse ce matin que la BAC, police, s'il en est une qui est en permanence au contact de la délinquance, amenée à assurer la sécurité du pays, de nos compatriotes tous les jours, a manifesté au pied de l'Arc de Triomphe ce week-end. Donc on voit bien qu'il était temps d'éteindre le feu.
Oui, le président a parlé de séparatisme. Vous trouvez ce risque réel, ce mot approprié? Je trouve que notre pays, depuis malheureusement bientôt 2 ans, est face à une menace importante liée à l'absence de cohésion, d'unité. On a eu le mouvement des Gilets jaunes, puis les manifestations massives sur les retraites. Donc depuis 2 ans, le pays souffre de fragmentation importante, et je crois qu'il est important que le président de la République refixe le cadre. Je crois que c'était absolument essentiel. La question, c'est pas simplement celle qui sont évoquées tous les jours sur le racisme, l'antisémitisme. Il y a aussi des questions centrales qui doivent être posées, qui est celle de l'égalité des chances, parce que derrière tout cela, il y a un sujet majeur qui empêche notre pays probablement d'aller vers plus d'unité, plus de cohésion, c'est la question de l'égalité des chances. Que des enfants issus de milieux modestes, quelle que soit leur couleur de peau, puissent autant que les autres accéder à l'école, à l'université, aux grandes écoles, et on sait très bien à quel point ça n'est pas le cas en France. Et je pense que c'est ce sujet-là qui doit être au cœur de nos préoccupations des prochains mois. Il y a un débat qui a été relancé ce week-end par la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, c'est celui sur les statistiques ethniques. Est-ce que vous y êtes favorable ? C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé en son temps, et donc, en effet, derrière la question des statistiques ethniques, c'est comment lutter contre les discriminations. Est-ce que c'est par des mesures de discrimination positive? J'ai été à l'origine, vous ne savez probablement pas, quand j'étais président du groupe parlementaire de l'UDF, du CV anonyme. Comment faire en sorte qu'un jeune dont le nom rappelle l'Afrique peut avoir autant de chances d'avoir un entretien d'embauche que quand vous appelez Dupont ou Durand. Et vous savez très bien que les études universitaires qui ont été menées là-dessus démontrent qu'il y a un rapport de 1 à 3, voire de 1 à 4. Et donc, je reviens au sujet d'avant, c'est que le sujet d'abord, c'est celui de l'égalité des chances. Parce que ce qui se pose pour les enfants des quartiers populaires et des quartiers en difficulté se pose aussi pour les enfants des zones rurales, se pose aussi pour les enfants d'ouvriers et d'employés. Donc je pense qu'il faut l'aborder plus massivement. Ce qu'il faut aussi... Mais ça veut dire que les statistiques ethniques, c'est une bonne chose ou pas? Les statistiques ethniques en tant que telles, si cela permet éventuellement ensuite de pouvoir porter le point sur des discriminations à l'embauche ou des sujets de ce genre, ça doit être regardé. Mais il faut le mesurer avec beaucoup de prudence parce que ça n'obère pas le sujet central qui est celui d'abord de l'égalité des chances. S'il permet ensuite de pouvoir faire ce que font d'ailleurs très bien les États-Unis, d'obliger les entreprises à avoir des politiques de recrutement qui évitent toute discrimination à l'embauche, ça doit être regardé. Enlever le mot race de la Constitution, comme le propose Julien de Normandie, là vous y êtes favorable? J'ai pas entendu votre question. Julien de Normandie, le ministre, qui propose d'enlever le mot race de la Constitution. Est-ce que là, pour vous, c'est une bonne chose? Je pense qu'il faut d'abord et avant tout éviter de vouloir toucher la Constitution tous les jours. C'est un contrat social, la Constitution. Et donc, ne bougeons pas la Constitution à chaque fois qu'il y a des manifestations qui sont des manifestations de quelques dizaines de milliers de personnes. Je pense qu'il faut s'éviter de créer des débats au sein du pays qui risquent de fragmenter encore un peu plus la France. Allez, on va parler du déconfinement, Pascal. Oui, alors le retour à la quasi-normale, le retour de tous les enfants à l'école le 22 juin, c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose dès lors qu'on l'accompagne de l'idée d'obligation. On avait une incohérence, c'est-à-dire qu'on disait il faut que les enfants, notamment les plus décrocheurs, reviennent à l'école ou au collège, et en même temps l'instruction n'était pas obligatoire, ce qui était une première depuis Jules Ferry. Et donc dès lors que le chef de l'État évoque la question de l'obligation, que des enfants de l'école primaire ou du collège puissent revenir, et tous revenir à partir de la semaine prochaine, pourquoi pas? On profite pour dire qu'il y a tout ça va être plus du symbole, notamment pour les collégiens, puisque on nous a annoncé la fin du collège pour le 26 juin. Donc en clair, ils vont revenir le lundi pour revoir leur professeur pendant quelques jours.
mais que pendant une dizaine de jours, les enfants du primaire puissent retrouver leurs professeurs, reprendre certains fondamentaux. J'ai 2 enfants en bas âge, je vois de quoi on parle. Ça ne me paraît pas une mauvaise idée. Hervé Morin, Emmanuel Macron a parlé des écoles, a parlé des collèges, il n'a pas parlé des lycées qui sont gérés par les régions. Est-ce que vous y voyez plus clair sur ce qui va se passer dans les lycées? Il va se faire ce que je disais qu'il allait se faire, c'est-à-dire qu'en clair, on ouvre les lycées en fonction de besoins avérés, spécifiques. Là, les premières années de prépa, là, des gestes dont on estime qu'ils doivent être réappris par des lycéens dans les lycées professionnels. Là, l'ouverture d'un lycée pour permettre des examens, des concours. Mais il était évident que dès lors que les conseils de classe étaient passés, rouvrir complètement, totalement et pleinement les lycées, là où il n'y a pas de problème de garde, puisque les lycéens se gardent tout seuls, ça me paraissait inutile. Et donc, au bout du compte, on finit par faire ce que j'avais dit qu'on ferait. Le président a parlé de travailler plus. Alors là, on concerne davantage l'activité. Comment vous l'avez entendu? Ça veut dire encore éroder les 35 heures, travailler plus longtemps sur la carrière, donc rallonger l'âge de départ à la retraite, ou alors créer de nouveaux emplois. Comment vous l'avez perçu, cette formule? Écoutez, j'ai cherché, quand on parle de travailler plus, en général, on évoque la question des 35 heures. Mais je profite pour dire que d'abord, c'est de faire en sorte que nos compatriotes qui qui sont aujourd'hui salariés, puissent reprendre le boulot. Et deuxièmement, c'est de ne pas oublier qu'à partir du mois de septembre, on nous annonce des plans sociaux absolument considérables dans des tas de secteurs, et que c'est probablement le sujet. Travailler plus, c'est d'abord faire en sorte qu'on puisse limiter au maximum les dégâts avant de créer des débats. Je dis, parce que pour moi, c'est une préoccupation majeure, avant de créer des débats dont on voit bien qu'ils risquent de fracturer et fragmenter le pays un peu plus, et que le pays est aujourd'hui très fragile. Sa cohésion est C'est ce débat sur le temps de travail qui risque de fracturer le pays pour vous? Oui, on voit très bien que les organisations syndicales vont y être opposées. Et donc, je ne suis pas convaincu que le premier sujet soit celui-ci. Donc, pour vous, travailler davantage, ça ne doit pas être augmenter la durée du temps de travail. Et Dieu sait que j'ai défendu cette idée, mais je pense que ce n'est pas le moment approprié. Je pense que ce sont des débats qu'on peut avoir. Dans 18 mois, il y aura une élection présidentielle, qu'on peut avoir au moment d'une élection présidentielle. Mais créer une nouvelle fragmentation, c'est prendre un risque important dans cette période. Sur la politique de l'emploi, Emmanuel Macron qui a dit « Tout a été mis en œuvre par le gouvernement pour sauvegarder nos emplois. C'est inédit et je veux ce soir que vous le mesuriez pleinement. » Il a raison là-dessus. Moi, je trouve que le boulot qui a été fait par Bruno Le Maire pour le soutien à l'économie mérite d'être salué. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les régions ont fait beaucoup de choses aussi, complémentaires à l'État. Nous allons en faire d'autres. Il reste des sujets qui doivent être traités, qui est notamment la question des fonds propres des entreprises, puisqu'il faut améliorer leur haut de bilan pour leur permettre d'investir le moment venu, puisque après la crise viendra le temps où il faudra relancer l'activité, et la question du haut de bilan se posera. Donc il y a des sujets qui méritent d'être encore traités. Il y a le soutien au secteur du tourisme, dont on voit bien qu'il ne doit pas se limiter à l'année 2020, puisque le plus compliqué sera probablement l'année 2021, puisqu'il y aura la période d'hiver à passer. Mais disons les choses, il y a eu beaucoup de volontarisme et souvent des choses plutôt bien faites. Donc, un mot sur le tourisme. Un mot sur le tourisme, puisque vous en parlez. Les vacances des Français se feront probablement en France, beaucoup plus que d'habitude. Est-ce que, d'après ce que vous constatez dans votre région, ça va profiter à la Normandie ? Écoutez, je l'espère. Je pense que les mois de juillet et d'août seront bons. On a des locations de maisons comme jamais on a eu. On a un élan, qui n'est pas du même ordre, mais qui est intéressant, qui est une très forte demande immobilière de Franciliens qui, de toute évidence, ont envie de quitter Paris pour rejoindre d'autres contrées avec une qualité de vie incomparable à celle qu'on peut avoir en Île-de-France. Donc, il y aura probablement en mois de juillet et d'août qui seront bons. Il y a un vrai frémissement dans les réservations.
je vous le dis, le sujet, c'est pas cet été. Le sujet, c'est après. Alors nous, on va essayer de mettre en place, avec les acteurs du tourisme, toute une série de mesures pour l'automne, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir des manifestations, que les gens viennent nombreux, à des périodes où ça devient plus compliqué. Un mot sur, puisque le PDG de la SNCF, M. Farandou, disait hier dans le journal du dimanche qu'il travaillait avec les régions justement pour faciliter les déplacements entre régions. Est-ce que vous, président de région, vous travaillez là-dessus avec lui, avec la SNCF ? Vous savez, nous, on est des grands malheureux sur le ferroviaire. On a un réseau ferroviaire lamentable qui marche très mal, avec des trains qui sont à bout de souffle. La région a acheté plus d'1 milliard de trains pour essayer d'améliorer les choses. On fait 500 millions d'euros de travaux. Donc nous, d'abord, on voudrait des trains qui arrivent à l'heure et qui marchent. Je dis à M. Farandou, faites en sorte que les trains intercités et les trains du quotidien fonctionnent beaucoup mieux qu'ils ne fonctionnent aujourd'hui. Nous, Région Normandie, on a pris le taureau par les cornes puisqu'on a pris la totalité de la compétence sur le réseau ferroviaire. On investit, on a un plan Marshall gigantesque. Espérons qu'il donnera des fruits à partir de la fin de l'année puisque le matériel ferroviaire arrivera. Mais le sujet qu'ont toutes les régions de France, c'est que ça marche. Et malheureusement, ça marche souvent très mal. Puisqu'on parlait d'économie, vous le disiez, l'heure de la relance a sonné. Est-ce que les régions ont les moyens de leur relance ? La question qu'a posée le chef de l'État à travers la décentralisation, les libertés locales, la participation, derrière tout ça, c'est la question de la démocratie. C'est en clair faire en sorte que nos compatriotes soient associés à la décision publique, ce que les collectivités locales font tous les jours. On va revenir là-dessus, Hervé Morin, mais sur le plan financier. J'y viens. On sait que les collectivités ont été fortement impactées par cette crise sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un problème de moyens ? Est-ce que vous demandez à l'État de vous aider financièrement, plus que ce qui est déjà prévu ? Donc je dis tous ces mots liés aux libertés locales et à la décentralisation doivent être accompagnés très clairement d'un plan de stabilisation des finances locales. Les régions qui pour l'instant ont été complètement oubliées par l'État, comme si on nous reprochait d'exister, seront dans des situations financières absolument dramatiques en 2021. Vous avez ce sentiment qu'Emmanuel Macron et le gouvernement vous reprochent d'exister ? Vous êtes oublié ? Écoutez, moi je constate, c'est qu'on discute avec les communes, on discute avec les départements, mais pas avec les régions. Or, je pense que les régions ont plutôt fait le job. Et d'ailleurs, quand vous avez eu un sondage il y a quelques semaines dans dans le JDD, je crois, très clairement, nos compatriotes appelaient à plus d'autonomie locale et de liberté locale et pas vraiment un renforcement des moyens de l'État, parce que tout le monde a constaté la paralysie de l'État lors de cette crise. Allez, justement, vous parliez de décentralisation. On va réécouter ce que disait hier Emmanuel Macron à ce sujet. Il s'est exprimé là-dessus sans toutefois prononcer le mot de décentralisation, mais en ouvrant la porte à plus de responsabilités pour les élus locaux. On l'écoute. Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris. Face à l'épidémie, les citoyens, les entreprises, les syndicats, les associations, les collectivités locales, les agents de l'État dans les territoires ont su faire preuve d'ingéniosité, d'efficacité, de solidarité. Faisons-leur davantage confiance. Libérons la créativité et l'énergie du terrain. C'est pourquoi je veux ouvrir pour notre pays une page nouvelle donnant des libertés et des responsabilités inédites à ceux qui agissent au plus près de nos vies. Liberté et responsabilité pour nos hôpitaux, nos universités, nos entrepreneurs, nos maires et beaucoup d'autres acteurs essentiels. Vous êtes optimiste quand vous entendez ça, Hervé Morin, sur l'avenir de la décentralisation ? Écoutez, le chef de l'État l'a écrit dans un livre qu'il a appelé Révolution. Je l'ai relu l'été dernier, il avait les mêmes mots, rien ne s'est passé. Il l'a expliqué quand il a été élu. Il a au contraire recentralisé avec un poids de la technocratie sans précédent. Il l'a évoqué au lendemain des débats sur les Gilets jaunes. Souvenez-vous, ces rencontres avec les maires, où les mêmes sujets ont été évoqués, rien ne s'est passé. Donc permettez-moi d'avoir un doute. Si enfin le président de la République fait ce que d'ailleurs font tous les autres pays européens, c'est-à-dire très largement confier aux collectivités locales les politiques de proximité, d'une part pour les rendre plus efficaces, mais surtout, je le dis, par un
un besoin de démocratie. Quand je construis la politique agricole de la région, je la construis avec le monde agricole. Quand je construis la politique économique de la région, je la construis avec le monde économique. Et je peux le faire sur tous les sujets ainsi. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. C'est donc un facteur de participation, de co-construction des politiques que demandent tellement nos compatriotes. On voit bien que le système représentatif a ses limites aujourd'hui et qu'il faut des moyens complémentaires qui sont celles de la construction partagée de politique pour inventer, innover, pour bâtir des modèles expérimentaux. Tout ça n'est possible que dans un dialogue permanent avec les collectivités. Moi, tous les jours, j'ai des gens qui m'écrivent, qui m'envoient des mails, qui me disent il y a un truc qui ne marche pas. Tout ça, moi, je peux le faire parce que tout en étant président d'une région, déjà plus éloignée que le maire, j'ai derrière moi une administration qui est capable de réagir au quart de tour, de prendre son téléphone. Un bureau de l'administration centrale, vous ne l'avez jamais au téléphone. Comment vous la voyez, cette nouvelle étape de décentralisation? Ce mot n'a pas été prononcé. On a déjà eu beaucoup de délégations de compétences, de transfert de compétences. Que peut-on faire de plus? On doit faire beaucoup plus, beaucoup plus. Je pense qu'il faut enfin bâtir un modèle simple. J'ai essayé de l'exprimer en des mots compréhensibles par tout le monde. Mettre en œuvre le principe de subsidiarité, c'est-à-dire bâtir un modèle non pas où l'État condescend à confier quelques compétences supplémentaires aux collectivités, mais au contraire, pour chaque pouvoir, chaque compétence, se dire on le confie à l'échelon le plus proche et on le confie à un échelon plus éloigné des citoyens que lorsqu'on voit bien que c'est le seul moyen de le rendre efficace. Ça doit être ça, la régionalisation et les libertés locales auxquelles nous appelons, c'est se dire on ne confie à l'État que ce qui peut être assuré qui doit être assuré par l'État. Il y a des choses évidentes, la police, la défense, la politique étrangère, la justice, tout ça, ça ne fait pas de doute. Mais ensuite, pour chaque autre pouvoir, se dire où est-il le mieux exercé pour rendre vivante la démocratie française et rendre le système efficace. Hervé Morin, les régionales sont prévues, en tout cas l'année prochaine, et selon le journal du dimanche, Emmanuel Macron pourrait envisager de les reporter après la présidentielle. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Écoutez, voilà. D'abord, il faut que ça soit fondé. On ne peut pas changer les dates. Déjà, on nous a réduit notre mandat. Alors, c'est justement pour laisser le temps de mener à bien cette étape de décentralisation, selon le journal du dimanche. Est-ce que là, ça serait fondé? Est-ce que là, vous y seriez favorable? Si c'est un vrai travail conduisant à un texte, pas simplement à des déclarations pas suivies des faits. S'il y a un grand chantier, immense chantier, avec une réorganisation complète des pouvoirs publics, parce que ça concerne bien sûr les collectivités locales, mais ça concerne aussi l'État qui a fait des préfets des rois nus la plupart du temps, leur enlevant des champs de compétences qui sont aujourd'hui exercés par l'administration centrale et qui pourraient être exercés par les administrations déconcentrées de l'État, par les services de l'État dans les territoires. Donc s'il y a ces chantiers-là très ouverts, avec une vraie volonté d'aboutir rapidement, ça peut se discuter. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas opposé à un report des régionales d'un an, voire plus? Je ne suis pas fermé par nature, donc je ne veux pas fermer la porte tout de suite, mais cela imposerait une vraie démarche sincère et rapide de construction d'une nouvelle organisation des pouvoirs publics, et pas simplement de quelques toilettages qui feraient que, pour des raisons politiques, on reporte ces élections régionales ou départementales après les présidentielles. Selon le journal du dimanche, des présidents de région ont été consultés. Vous avez été consulté, vous, sur ce sujet? Écoutez, la consultation a été très réduite, hein, parce que nous avons... Mais le chef de l'État a évoqué cette idée avec vous? Non. Renaud Muselier, je crois, voit le chef de l'État ce midi, le président de Région de France, mais sinon, personne n'a été consulté. Ça, ce sont... pas à ma connaissance. Et vous en avez parlé entre vous? Vous en avez parlé entre présidents de région? Vous en avez parlé avec Renaud Muselier notamment? Oui, on a évoqué ça entre nous. Voilà, bon, écoutez, voyons comment. Est-ce qu'il va y avoir une position officielle de Région de France là-dessus, puisque Renaud Muselier rencontre le chef de l'État aujourd'hui, vous le disiez? D'abord, attendons de savoir ce que veut l'État et après on prendra position.
Merci beaucoup. Merci Hervé Morin d'avoir été avec nous depuis la Normandie, président de cette région normande. Merci Pascal. Merci. Demain, l'invité politique, ce sera Yves Verrier, le secrétaire national de Force ouvrière. Et on passe tout de suite au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Avec nous aujourd'hui dans ce club, Arnaud Benedetti, Guillaume Doyen et Laurent de Boissieu. Ils nous rejoignent. On parlera des municipales à Montpellier, au Havre, à Marseille, où la campagne est bousculée par la justice qui enquête sur un système présumé de fraude aux procurations au profit de la candidate des Républicains Martine Vassal. On y reviendra, mais on démarre ce club par l'allocution d'Emmanuel Macron. C'était hier soir à 20h, une allocution qui a fait réagir dans la classe politique. On voit ça avec Alex Poussard. Bonjour Alex, alors quelles ont été les réactions politiques à cette allocution d'Emmanuel Macron ? Eh bien, dans l'opposition, beaucoup de responsables politiques ont dénoncé l'autosatisfaction d'Emmanuel Macron sur la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement, à commencer par Jean-Luc Mélenchon qui tweete « Non, Monsieur Macron, il n'y a pas de quoi être fier de ce qui a été fait par le gouvernement pendant cette crise. Ce satisfecit est lunaire ». Idem pour Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, qui écrit dans un communiqué concernant le bilan de la crise sanitaire. Emmanuel Macron n'a pas eu le courage de dire la vérité aux Français. La France est malheureusement parmi les pays européens où la mortalité est la plus lourde. Tous les malades n'ont pas pu être accueillis. Alors le président de la République a esquissé hier soir les chantiers de la reconstruction économique du pays. Mais pour Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, ce n'est pas encore assez concret. On l'écoute. Le plan de relance du président, je l'ai trouvé très flou. Moi, j'aimerais que ce ne soit pas que des mots. Parce que le problème, c'est que cette lucidité face à ce besoin de vraiment de libérer la société et son énergie dans la reprise, parce que le sujet, ça va être ça. Est-ce que les entreprises vont pouvoir redémarrer vite ? Est-ce que la construction va pouvoir redémarrer vite ? Tout ça, eh bien, ça nécessite vraiment un acte fort de lâcher prise de l'État. J'ai entendu des paroles, mais j'attends les actes. Le président de la République s'est également exprimé sur les tensions actuelles dans le pays autour du racisme et de l'héritage historique. Et pour l'ancien Premier ministre Manuel Valls, le président Macron a eu les mots justes, des mots importants. Je cite Manuel Valls, qui cite lui-même le président de la République. « La République n'effacera aucune trace, aucun nom de son histoire. Elle ne déboulonnera pas de statut. » Et puis concernant ce débat sur les discriminations, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, estime qu'Emmanuel Macron n'a pas eu le bon diagnostic. On l'écoute. Je crois qu'il y a des discriminations sociales de manière majeure. Il n'y a pas de discrimination raciale, ça n'existe pas. Non, je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de discrimination raciale dans notre pays, parce qu'encore une fois, on est dans une démarche qui est une démarche qui vise à créer des victimes pour pouvoir obtenir le bénéfice d'une discrimination positive, contre lequel moi, évidemment, je lutte. Et enfin, Emmanuel Macron a évoqué la reconstruction écologique du pays avec des investissements pour la rénovation thermique des logements, des transports moins polluants, également des investissements dans les industries vertes. Mais cela n'a pas convaincu le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, qui écrit « Le président parle d'écologie mais ne propose rien de concret. La Convention citoyenne pour le climat a fait des propositions concrètes. Il est temps de passer aux actes, pas de se contenter de mentionner l'écologie dans un discours bavard. » Voilà pour les principales réactions au discours du président de la République. Et merci beaucoup Alex pour ce résumé des réactions à l'allocution d'Emmanuel Macron. On va en parler dans ce club. Bonjour messieurs. Bonjour. Arnaud Benedetti, est-ce qu'hier il a trouvé le bon ton, Emmanuel Macron ? Il était relativement sobre par rapport à d'autres interventions précédentes. Mais en fait, c'était un discours qui visait d'une certaine façon à écrire une sorte de storytelling de la victoire à l'épreuve du virus. C'est-à-dire qu'il a voulu, d'une certaine manière, donner le clap de fin de cette séquence sanitaire après quasiment 2 mois de silence et où son Premier ministre avait, disons, été
été extrêmement présent, notamment dans la mise en œuvre du processus de déconfinement, et d'ailleurs présent avec une certaine forme de bonheur, si l'on en croit les études d'opinion. Justement, est-ce que c'était un discours de Premier ministre qu'il a fait Emmanuel Macron hier? Est-ce que c'était le rôle d'un président de la République de faire ce discours? Il a voulu rappeler que c'était lui le chef dans un système institutionnel où indéniablement c'est le président de la République qui prend les décisions et qui fixe le cap. Donc il était aussi dans son rôle dans cette intervention, mais c'était une intervention où il a finalement un peu triangulé partout. Il a triangulé à droite dans sa réaffirmation des valeurs républicaines universalistes et dans sa condamnation du communautarisme. Il a triangulé en direction des écolos en rappelant qu'il fallait construire une économie disons, après verte. Il a triangulé même vers les sociaux-démocrates en rappelant la nécessité de la solidarité. Donc on a eu plutôt un discours qui préparer éventuellement un logiciel politique futur sans rien renoncer sur le fond, parce que finalement l'esprit de réforme et la nécessité d'une construction européenne plus intégrée, il l'a également rappelé. Il y a eu un grand absent dans ce discours, un très grand absent, il ne l'a jamais cité, son Premier ministre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me paraît assez signifiant. Signifiant en vue d'un éventuel remaniement, il faut y voir un signe pour vous. C'est quand même étonnant parce que le Premier ministre a été à la manœuvre durant ces 2 derniers mois de manière très active et très intense. Il n'y a pas eu un mot, si vous voulez, pour Édouard Philippe. Donc vraiment, c'est ce qui ressort quand même, en tout cas d'une manière diffuse dans son expression d'hier, c'est qu'il a voulu rappeler sa présence, encore une fois, après une séquence où son Premier ministre a quand même largement occupé le terrain. Évidemment, cette non-référence au Premier ministre peut susciter toutes les supputations possibles. Guillaume. Oui, les 2 ou 3 discours d'Emmanuel Macron là, pendant cette première phase d'épidémie, comme il dit, ces espèces d'envolées lyriques, ces discours en figurique, non, ça tombait à plat réellement. C'était pas le style qu'avaient employé d'autres chefs d'État ou de gouvernement. Donc il était temps qu'il revienne une espèce de sobriété et de simplicité dans l'expression. Après tout, ça reste une lutte contre une épidémie. On n'est pas non plus en 1940. Donc je pense que c'est assez réussi ce qu'il a fait hier. Et c'est vrai qu'il n'a pas cité le Premier ministre parce que, oui, vous avez raison, il a pris sa place en l'occurrence. C'était le style d'Édouard Philippe qu'il a emprunté hier. Laurent de Boissieu, est-ce que ce discours d'Emmanuel Macron hier, ça dit beaucoup de ce qu'est le macronisme ? Oui, on a retrouvé les fondamentaux du macronisme, liberté, responsabilité, c'est la philosophie libérale qui caractérise Emmanuel Macron, travailler et produire davantage, pas d'augmentation des impôts, donc on retrouve les fondamentaux du macronisme. Et autre fondamental du macronisme qu'on a retrouvé, c'est ce récit national assumé. C'est un côté que Macron partage également avec De Gaulle, avec François Mitterrand, c'est qu'il assume le récit national. Alors bien sûr, ça ne plaît pas à tous, quand ça a été présent dès l'origine du macronisme, dès l'éventualité en 2016, un grand discours où c'était inscrit dans ce récit national. C'était un peu une rupture, à l'époque il était plutôt à gauche, Macron, on se souvenait qu'il était ministre de François Hollande, et c'était plus une rupture à gauche, et là Macron a réaffirmé cette inscription, notamment avec le mot séparatisme qui est utilisé, qui est en fait utilisé comme à la place du mot communautarisme, qui est un mot un peu ambigu, c'est moins concret que communautarisme, et communautarisme, ça renvoie en fait à l'idée de droits différents à des communautés. Séparatisme, c'est plus concret, c'est pas une nouveauté chez Macron, il avait déjà utilisé en déplacement à Mulhouse, pour la République et contre le séparatisme islamiste. Donc là, on a retrouvé Macron, mis à part un tout début d'intervention qui était plutôt d'Édouard Philippe sur la fin du confinement, sur le déconfinement, mais ensuite on a retrouvé Macron, en effet, chef de l'État qui reprend sa place de président de la République. Arnaud. Oui, sur la question de l'histoire, moi je pense que là où il a été le plus explicite et le plus clair, c'est sur la conjoncture actuelle concernant les mobilisations contre les violences policières. Là-dessus, Expression qu'il n'a pas employée. D'ailleurs, il ne l'a pas employé, mais il a tenu un discours qui, me semble-t-il, était assez explicite dans son soutien à la police après notamment les tergiversations pour le moins mal comprises de son ministre de l'Intérieur par les policiers, et surtout, en effet, dans
le fait qu'il assume l'histoire de France dans toute sa complexité et dans toute sa diversité. Ce qui n'a pas quand même été toujours le cas. Souvenez-vous qu'il avait tenu des discours parfois en matière de repentance qui eux-mêmes avaient fait polémique. Là, en l'occurrence, il a été extrêmement clair. Il a dit on ne déboulonnera aucune statue. Et il a tenu un discours très ferme sur les universaux de la République. Et là, en l'occurrence, il a vraisemblablement intériorisé le fait que la société française était une société qui, quand même, était en voie d'accélération en matière de fracturation. Et il a été vraiment dans son rôle de président de la République, c'est-à-dire un président de la République qui rappelle quels sont les fondamentaux de l'appartenance à la communauté nationale. L'appartenance à la communauté nationale, elle s'affranchit nécessairement des origines. Et là-dessus, il a indéniablement, je pense, marqué les esprits. Et c'est peut-être d'ailleurs, me semble-t-il, hein, le point le plus fort de son discours d'hier soir. Laurent de Boissieu, on se souvient que la campagne d'Emmanuel Macron, elle s'est beaucoup faite sur cette lutte contre les fractures, hein, notamment les fractures territoriales. Il y est revenu hier soir. Mais finalement, ces fractures, elles sont là ? Oui, alors Macron, si on prend le Macron candidat et le Macron président de la République, ou le Macron chef de fait d'une majorité présidentielle et qui agit, il y a en effet sur les questions des territoires une grande différence. Hein. C'était le Macron de son livre Rupture, c'est Révolution, pardon, c'était une rupture, notamment avec un nouveau pacte girondin. Et ça, on ne l'a pas retrouvé. Macron libéral sur une partie de sa philosophie, Macron plus autoritaire, plus républicain autoritaire sur une autre partie de sa philosophie, notamment dans sa pratique du pouvoir. Et là, on l'attend. On l'a entendu tout à l'heure Hervé Morin, président de région. On l'attend sur cette question de la centralisation, et pas seulement de la centralisation, parce que quand il appelle aussi aux agents de l'État dans sa longue litanie sur les entreprises, les associations et les collectivités, les agents de l'État, ça peut être aussi la déconcentration. Mais en tout cas, c'est faire plus de confiance au terrain, et on retrouve la philosophie libérale d'Emmanuel Macron, qui heurtait un petit peu un Macron plus républicain autoritaire, qui était également présent chez lui dans sa pratique. Un dernier mot, Guillaume, là-dessus, sur ces fractures territoriales et peut-être cette décentralisation dont le mot n'a jamais été prononcé d'ailleurs pendant ce discours. Non, je ne crois pas du tout qu'il ait une doctrine très bien établie à ce sujet, Emmanuel Macron. Je ne crois même pas que le sujet l'intéresse réellement, quoi. Qu'il entrevoit en réalité un avenir dans cette direction. Il en parle bien contraint, il en parle au Congrès des maires, c'est la moindre des choses, mais néanmoins, je ne crois pas que lui et son entourage s'intéressent spécifiquement au développement de la France par un retour au terrain, sinon lorsqu'il y est contraint de le faire, dans l'affaire des Gilets jaunes, redéploiement de fonctionnaires de l'État, etc. Mais il n'a manifestement aucune passion pour les territoires, pour l'organisation territoriale, disons. Allez, dans 2 semaines, maintenant, ce sera le second tour des municipales dans les près de 5000 communes concernées par ce second tour. On va débuter notre page municipale. On va se rendre à Montpellier, retrouver Olivier Biscay. Bonjour Olivier. Merci beaucoup d'être avec nous, directeur de la rédaction du Midi Libre. Avant de parler des municipales, on va regarder ensemble la une du Midi Libre et cette photo d'Emmanuel Macron, réinventer la France. Oui, bien sûr, nous revenons largement sur l'allocution présidentielle et ce nouveau chemin esquissé par le chef de l'État, cette France qu'il veut redessiner avec de nombreuses réactions. Vous vous en doutez dans nos colonnes. Et puis, bien sûr, des mesures concrètes, hein, notamment le retour à l'école et au collège imposé le 22 juin. Et nous reviendrons, bien sûr, dans les prochains jours sur toutes ces mesures. Et voilà, c'est-à-dire aujourd'hui dans le Midi Libre, à lire également un cahier spécial sur l'immobilier. Oui, c'est vrai que l'immobilier est à la relance. On le sentait depuis quelques jours et tous les professionnels du bâtiment, de l'immobilier, l'architecture nous disent que ça reprend partout. Les transactions reprennent avec un signe particulier, cette envie des Français, des consommateurs de verre, de départements où il fait bon vivre. L'Aude et la Lozère ont la cote. Les consommateurs recherchent des maisons, des jardins, s'éloigner des grandes villes et trouver des villes moyennes où il fait bon vivre. J'imagine un des signes de l'après-confinement.
Et on va parler de la campagne des municipales, je le disais, à 2 semaines du second tour à Montpellier. On va d'abord regarder les résultats du premier tour. Le maire sortant Philippe Sorel, qui a obtenu un peu plus de 19% des voix, qui est arrivé en tête devant le socialiste Mickaël Delafosse, 16,6%, et Moed Altrad, 13,3%. Olivier, tous trois sont en lice pour le second tour qui s'annonce serré. Et aujourd'hui, dans le Midi Libre, les 5 enseignements de cette première semaine de campagne. Oui, le second tour s'annonce serré. Incertain, c'est une folle campagne. Moed Altrad s'est associé à la gauche de la gauche, aux écologistes et à l'humoriste Rémi Gaillard. Autant vous dire que ça fait couler beaucoup d'encre. Et on ne sait pas très bien s'ils iront jusqu'au second tour, en tout cas dans quel état. Mais en tout cas, Moed Altrad a annoncé un plan d'1 milliard d'euros pour relancer l'économie. Et puis vous avez Mickaël Delafosse, le socialiste, qui s'est allié aux écologistes, qui poursuit tout un tas de mesures autour du bon vivre à Montpellier. Et enfin, Philippe Sorel, rappelez-vous, il avait été totalement absent de ce premier tour. Eh bien, on le voit partout, il fait campagne, il défend enfin son bilan, ses adjoints, ses équipes sur le terrain, et puis surtout sa gestion de la crise du coronavirus. C'est la question qu'on se pose, c'est est-ce que cela aura des effets positifs sur le second tour? Eh bien, lui, en tout cas, le pense. Verdict dans 2 semaines. Et on suivra bien sûr tout ça avec vous, Olivier, et notamment ce débat de second tour à suivre sur Public Sénat, le Midi Libre et France Bleu. Ce sera lundi à 18h avec vous, Olivier. On va revoir la une du Midi Libre avant de se quitter, consacrée à l'allocution d'Emmanuel Macron à réinventer la France. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous ce matin. Arnaud, Montpellier, 14 listes au départ, 3 pour le second tour, et un maire sortant, Philippe Sorel, qui est en danger. Oui, c'est un maire sortant qui d'ailleurs avait rejoint Emmanuel Macron dès le début de la longue marche d'Emmanuel Macron vers le pouvoir. Mais en fait, pour ces élections municipales, que ce soit à Montpellier ou ailleurs, il y a 2 paramètres qui sont, à mon sens, extrêmement importants au regard de ce qu'on en a vu lors du premier tour. C'est d'abord le niveau de participation. On a un sondage qui vient de sortir, je crois, réalisé par l'IFOP, qui montre pour l'instant que ce niveau de participation pourrait être très faible. Et on parle de 61% d'abstention, donc on va voir si dans les 15 jours qui viennent, l'opinion va un peu plus s'intéresser à l'enjeu municipal et se cristalliser sur la compétition électorale. Et le deuxième point, et ça a été rappelé, c'est de savoir si la gestion par les maires de cet épisode épidémique va avoir un impact sur le comportement des électeurs. C'est une vraie question, en l'occurrence, dans un scrutin quand même municipal dont la sincérité, faut-il le rappeler, a été profondément altérée par cette crise sanitaire. Donc on verra ce qui se passera à Montpellier. C'est en effet serré pour le maire sortant, mais encore une fois, les résultats du premier tour doivent être, j'allais dire, regardés avec la plus grande circonspection, dans la mesure où déjà 2 mois, et plus de 2 mois, presque 3 mois se sont passés, et que, disons, l'opinion a peut-être encore infusé d'une manière différente. Donc ça sera quand même une des clés aussi de ce scrutin. Laurent de Boissieu, on le disait, résultat très serré entre les 3 candidats au premier tour. Philippe Sorel qui a poursuivi sa liste. Mickaël Delafosse, le socialiste, qui s'est allié avec une des listes écologistes. Et puis Moed Altrad, qui est un peu le candidat surprise, qui s'est allié avec 2 autres listes. Est-ce que, comme le dit Arnaud, finalement, c'est une nouvelle campagne complètement qui s'ouvre? Oui, j'ai perdu le retour, mais sur Montpellier, ce qui est intéressant, c'est aussi alors chaque élection locale est un côté local, mais c'est aussi pour un enseignement pour le macronisme. C'est que dans beaucoup de villes, les macronistes LREM s'est allié à un maire sortant. On sait qu'il y a une prime sortant aux élections municipales qui est très forte. Et en l'occurrence, à Montpellier, alors que le maire, Philippe Sorel, était en effet Macron compatible, et il avait même à un moment été question que LREM le soutienne, finalement, les macronistes ont fait leur propre liste avec un député, Patrick Vignal, qui était le candidat, qui n'a fait à peine 6%. Voilà. Donc pour les macronistes, c'est aussi un enseignement qu'il vaut mieux... ils ont eu raison, en tous les cas, là où ils se sont alliés à des maires, notamment LR, parfois PS, mais surtout LR, sortant, plutôt que faire une liste autonome au premier tour et faire un score finalement pas très élevé. Guillaume, décidément, il ne fait pas bon être macroniste pour ces municipales. Non, mais alors là, vraiment, ce que c'est intéressant, ce que dit Laurent de Boissieu, c'est vraiment une accumulation aujourd'hui
d'élections locales dont on ne pourra tirer absolument aucun enseignement national, sinon que la République En Marche ne réussit pas à y faire son trou. Mais finalement, la variété des configurations qu'on a dans les métropoles ou dans les villes moyennes est telle qu'en tirer aujourd'hui ou demain ou au lendemain du second tour un enseignement général de portée un peu nationale ne sera complètement vain. C'est plus possible. Demander à un Français demain est-ce que son maire est de droite ou de gauche, ça sera même compliqué pour lui finalement. Il dira droite, sensibilité écolo, gauche, sensibilité écolo, etc. ou d'extrême gauche, mais allié avec des gens qu'on connaît pas trop, dont on ne se connaît pas, qui n'ont même plus d'étiquette, si vous voulez. Donc là, on est en train de poser ville par ville, si vous voulez, les conditions pour aggraver la dislocation, ou pour la constater plutôt, du système, grosso modo, gauche-droite qu'on connaissait auparavant. Vous êtes d'accord, Arnaud, il y aura autant de résultats que d'élections? Oui, alors c'est vrai que les facteurs de toute façon locaux ont toujours atténué le poids des marques politiques nationales. Ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau, mais là, on est véritablement, disons, dans un processus d'accélération. On voit bien que les grandes offres politiques nationales ont finalement assez peu d'impact sur le comportement des électeurs dans un scrutin très local. Et je rejoins Guillaume, il y a dans chaque ville une configuration spécifique qui obéit à une histoire politique locale, à des rapports de force locaux, à des relations entre hommes qui viennent très souvent être les paramètres essentiels du choix et de l'orientation des électeurs. Mais il y aura quand même un enseignement, en effet, qu'on tirera de cette élection. Finalement, la stratégie de l'exécutif, c'était quoi dans cette élection? C'était de rendre illisible ce scrutin. Alors, en effet, il sera illisible au plan national. On pourra difficilement en tirer des enseignements, mais on en tirera quand même un enseignement majeur et essentiel. C'est que la République En Marche a raté son implantation sur le plan du terrain. Alors qu'on peut s'en étonner, ils avaient quand même 3 ans pour essayer de construire un maillage territorial. Ils n'y sont pas parvenus. Allez, on va parler d'une ville qui sera forcément regardée sur le plan national. C'est Le Havre, la ville où Édouard Philippe est candidat. On va aller en Normandie retrouver Thierry Rabillet. Bonjour Thierry, vous êtes le rédacteur en chef de Paris Normandie. Vous êtes avec nous depuis Rouen. On va parler du Havre dans quelques instants. Mais d'abord, la une de Paris Normandie aujourd'hui, c'est l'immobilier. L'immobilier qui se réveille après le Covid. Les maisons ont la cote. Est-ce que vous nous entendez, Thierry? J'entends pas Oriane, mais... Vous ne m'entendez pas. Bon, on va voir ensemble. Là, je vous entends. Vous m'entendez? Allez, oui. La une de Paris-Normandie, Thierry, avant de parler des municipales, consacrée, je le disais, à l'immobilier. Oui, exactement. On a fait un petit peu les mêmes sujets que nos confrères du Midi Libre. J'entendais tout à l'heure mon confrère Olivier Biscay. Mais plutôt que de partir sur la une sur Emmanuel Macron, qui n'a finalement pas dit grand-chose, en fait, il a plus eu un discours de Premier ministre que de président de la République. On a opté sur l'immobilier avec effectivement une reprise vraiment puissante du marché de l'immobilier, notamment en Normandie, avec des prix qui sont plutôt stables, grâce, pour une fois, on a de la chance finalement que cette ligne ferroviaire entre Paris et Rouen-Le Havre ne fonctionne pas très bien, puisque ça permet de geler un petit peu les prix des maisons. Et effectivement, comme dans le sud de la France, comme en Occitanie, ce sont les maisons avec des jardins qui sont abondamment recherchés par les acheteurs. Allez, on va parler d'une interview qui est à lire dans Paris Normandie. C'est celle de Nicolas Gomard, le directeur général du groupe Matmut, qui tire un bilan de la crise sanitaire. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, la Matmut est une mutuelle, une assurance qui a été créée en Normandie, à Rouen. Le siège social est à Rouen. Il y a plus de 4500 personnes qui travaillent sur le siège de Rouen. Et comme beaucoup d'entreprises, ils ont dû organiser le télétravail en urgence à partir du 17 mars. Donc Nicolas Gomard revient justement sur cette nouvelle stratégie de travailler à distance. C'est pas simple, il faut notamment redéployer du matériel et aussi repenser le travail des managers. Et aussi, il est très prudent lui aussi sur la reprise économique, même si depuis le 11 mai, il y a du frémissement et globalement, le secteur des assurances a repris une activité totalement normale. Mais il a dû écouter hier soir Emmanuel Macron lui aussi à 20h. Et il sait très bien que les efforts ne sont pas terminés et que sûrement les problèmes, Emmanuel Macron a parlé de faillite, de plans sociaux à venir à la rentrée. Et donc, dans le secteur des assurances, on s'interroge aussi sur les sacrifices que feront sûrement les Français en termes de protection assurantielle. Et Thierry, on va ouvrir la page municipale avec d'abord ces recours déposés à Rouen après le premier tour. Oui, il y en a une centaine, 133 sur les deux départements de l'Eure et la Seine-Maritime. C'est inférieur
au scrutin de 2008 et de 2014. Donc on ne peut pas parler d'une explosion de ces recours administratifs qui, pour la plupart, reposent sur la légitimité de tenir le scrutin le 15 mars. Donc globalement, même si on n'a pas pu avoir accès au dossier, on n'est pas très inquiet du côté de la Seine-Maritime et de l'Eure sur la possibilité de voir des élections être réorganisées post-28 juin. On va parler de la campagne au Havre. Le Havre, où on le rappelle, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui est arrivé en tête avec près de 44% des voix devant le candidat communiste Jean-Paul Lecoq qui a obtenu 36% des voix. Et Thierry, Édouard Philippe était au Havre ce week-end. Exactement, il a été aperçu samedi, on ne l'a pas vu sur le marché. En revanche, il y a une de mes consoeurs, Anne-Sophie Duval, qui l'a aperçu hier après-midi. Il était tranquillement en train de se promener sur le front de mer du Havre. Il était devant un glacier, il a acheté une glace, je ne connais pas le parfum, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il s'est prêté au jeu des selfies, des photos. Il a été très, très décontracté, il était chemise blanche, jean, bien loin en fait sûrement d'Emmanuel Macron qui était enfermé dans son palais d'Élysée pour peaufiner son discours de 17 minutes. Là, c'était un Édouard Philippe, non pas en campagne, en visite privée, et qui est à Paris extrêmement détendu, pas du tout stressé par la perspective éventuellement de devoir quitter Matignon dans les jours à venir. Et merci beaucoup Thierry, on va revoir la une de Paris Normandie consacrée donc à l'immobilier, les maisons, on la cote, c'est à la une de Paris Normandie. Merci Thierry d'avoir été avec nous, on se retrouve la semaine prochaine. On parlait de ces élections qui seront regardées sur le plan local, mais le Havre, ça aura forcément une portée nationale, Arnaud. Ah oui, Le Havre, c'est devenu le centre de la vie politique nationale, là, pour ces élections municipales. Au vu du premier tour, on pouvait penser que Édouard Philippe se retrouverait en difficulté. Il y a deux paramètres qui me semblent aujourd'hui pousser en sa faveur. Le premier paramètre, c'est qu'il n'y a pas eu d'entente à gauche. Donc là, en l'occurrence, ça affaiblit son opposition. Pas d'alliance avec les écologistes. Pas d'alliance avec les écologistes. Et le deuxième paramètre, c'est qu'il peut bénéficier en l'occurrence d'un effet national au regard du crédit qui lui est accordé quant à la gestion du déconfinement, tout au moins. Donc on peut penser que là, en l'occurrence, la situation nationale qui, avant le premier tour, était une situation nationale qui pouvait l'handicaper, là, en l'occurrence, elle peut le favoriser. Donc on est un peu à front renversé dans cette temporalité électorale très spécifique. Et donc Édouard Philippe a, disons, en l'occurrence, de bonnes chances pour l'instant d'être élu, même si au vu des sondages, ça reste encore quand même assez serré. Ensuite, quid de son avenir? Mais ça ne dépend pas de l'élection locale, ça dépend du bon vouloir du président de la République. Laurent de Boissieu, un mot sur le Havre. Arnaud le disait, premier tour en plein débat sur la réforme des retraites, compliqué pour Édouard Philippe, et second tour au relais de sa bonne gestion de l'épidémie du Covid. Ah oui, c'est certain. Je crois que les choses ont été très bien résumées. Pour Édouard Philippe, ça change les choses. Le Havre, ce qui est intéressant aussi, c'est que Édouard Philippe, c'est le chef de majorité parlementaire. Il n'est pas membre de l'REM, il est donc étiqueté diversante, il est sans étiquette, il n'a rejoint aucun parti de la majorité. Ce qui veut bien dire qu'il faudra regarder, il faudra bien tout de même, malgré tout, tirer les enseignements nationaux du scrutin et faire des analyses de long terme électorales, qu'il ne faudra pas regarder le nombre de maires LREM, mais il faut regarder le nombre de maires de la majorité présidentielle. Au premier tour, si on ne prend pas les étiquettes du ministère de l'Intérieur, mais si on regarde vraiment les vraies appartenances partisanes des gens qui ont été élus au premier tour, sur tous ceux qui sont de la majorité présidentielle, il y en a 19% qui étaient vraiment étiquetés membres de RLREM. Donc il ne faudra pas regarder LREM pour faire un bilan des municipales, mais il faudra regarder le bloc majorité présidentielle et même idéalement, encore plus dans le détail, de voir s'ils ont été élus centre seul, LREM, majorité présidentielle seule, ou alors en alliance avec LR. Et parfois, parce que c'est aussi le cas dans certaines communes, on l'oublie parfois, c'était le cas dès le premier tour, avec le PS. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ces municipales. On va continuer à en parler après la revue de presse. Mais d'abord, on va regarder ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux avec Alex Poussard. Et Alex, c'est vous qui avez scruté les quotidiens régionaux pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez retenu ?
Bonjour à tous. À la une de la presse régionale aujourd'hui, beaucoup de journaux font leur une sur le discours du président de la République et le Courrier Picard qui évoque les chantiers du monde d'après, puisqu'Emmanuel Macron a évoqué un pacte productif pour relancer l'économie, un pacte de santé pour le personnel soignant et l'hôpital, et enfin un pacte écologique avec des investissements pour la rénovation thermique des logements et des transports moins polluants. Le journal Var Matin a décidé de s'arrêter sur l'une des principales annonces d'Emmanuel Macron hier soir, le retour à l'école obligatoire, le retour en classe obligatoire. Les écoles et les collèges devront rouvrir leurs portes à tous les élèves à partir du 22 juin et cet accueil implique nécessairement un allègement des contraintes sanitaires. À la une du Berry républicain, il n'est pas question du discours du président de la République, mais de la revanche des villes moyennes, puisque pendant le confinement, de nombreux Français ont quitté les métropoles pour aller à la campagne et les villes moyennes ont fait leur retour en grâce et le journal Le Berry républicain propose une série sur les villes moyennes du centre de la France comme Orléans, Guéret et Nevers qui font leur retour en grâce auprès des habitants des métropoles. Et puis enfin, à la une de la Marseillaise, la campagne municipale à Marseille et la candidate Les Républicains Martine Vassal dans la tourmente à cause de soupçons pour fraude aux procurations. Une enquête préliminaire a été ouverte par la justice. Martine Vassal, son local de campagne a été perquisitionné dans la journée de samedi et plusieurs militants de la candidate sont soupçonnés d'avoir proposé des procurations simplifiées par SMS sans respecter les procédures réglementaires. La candidate a appelé les auteurs de ces fraudes à se mettre en retrait de la campagne. Merci beaucoup Alex pour cette revue de presse. Un mot sur Marseille, Arnaud Benedetti et donc Martine Vassal quelque peu dans la tourmente puisque la justice se mêle de cette élection. Est-ce que ça peut être un tournant dans la campagne ? On va voir, c'est sûr que c'est des révélations qui ne l'arrangent pas dans une situation politique compliquée où la candidate de la gauche unie, là, pour la circonstance, bénéficie d'une dynamique, en tout cas, pour l'instant assez favorable et propice, alors que la droite part divisée dans ce scrutin. Maintenant, mesurer l'impact de ce qui s'apparente, pour l'instant, il faut être extrêmement précautionneux dans ce que l'on dit à une éventuelle fraude électorale, c'est encore vraisemblablement trop tôt pour en tirer des conclusions hâtives. Mais c'est sûr que ça ne facilite pas le travail de Mme Vassal. Laurent de Boissieu, la droite était divisée à Marseille. Est-ce que désormais elle est affaiblie ? Alors, Martine Vassal déjà a été affaiblie parce que dans certains secteurs, Bruno Gilles, le candidat dissident, a maintenu ses listes. L'abstention est tellement forte au premier tour que tous les partis, tous les candidats, toutes les listes se mobilisent pour convaincre mobiliser l'abstentionniste du premier tour et pour des procurations. Les partis sont toujours organisés dans leur permanence ou les candidats des aides pour faire des procurations. Après, ça doit être fait bien sûr dans les règles de l'art, dans les cadres du droit. Il est certain que c'est un élément supplémentaire cette campagne qui ne peut qu'affaiblir un petit peu Martine Vassal. Est-ce que ça sera ça qui fera basculer le scrutin différemment que s'il n'y avait pas eu cette affaire-là ? Attendons de voir déjà en effet ce qu'il en est juridiquement, concrètement. Mais ça, on le saura ou on ne le saura pas d'ailleurs. On ne sait pas toujours quel élément qui a fait basculer une élection, mais c'est un élément, c'est un handicap, c'est sûr, pour Martine Vassal à l'approche du second tour. Rapidement, Guillaume. Oui, l'organisation, je pense à ça, parce que l'organisation matérielle du second tour, là, va être très importante. Oui. Il y aura encore des consignes de sécurité sanitaire qui seront très présentes, et les élus devront faire extrêmement attention à ce qu'elles soient respectées. Alors, il n'y a pas que des histoires de procuration, il y a la façon dont les personnes âgées vont se déplacer elles-mêmes dans les bureaux de vote. Si le virus circule à bas bruit, mais il circule encore. Donc, toutes ces questions-là seront présentes, notamment pour éviter de se retrouver avec une participation catastrophique. Et voilà, on aura bien sûr l'occasion d'en parler, notamment jeudi avec Guilhem Ricavi de la Provence. On va regarder rapidement vos unes, messieurs, avant de se quitter. La une de la revue politique et parlementaire, Arnaud, consacrée à De Gaulle. Bonjour De Gaulle, bonjour, c'est ce numéro spécial de la revue politique et parlementaire. La une de la Gazette des Communes cette semaine. Guillaume, récession, les collectivités au secours des entreprises. Et puis aussi un article sur la revanche des villes moyennes après cette crise
crise sanitaire. Et puis la une de la Croix, aujourd'hui, Laurent de Boissieu, c'est l'esquisse d'un nouveau cap. Bien sûr, on parle du discours, de cette allocution hier soir d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain à 7h30 avec la sénatrice Catherine Morin-Desailly, la présidente de la commission de la culture ici au Sénat. Et puis à 8h, l'invité politique Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière. À 18h, vous avez rendez-vous avec Rebecca Fitoussi pour Allons plus loin. À 19h, audition publique, Francis Letellier reçoit Gabriel Attal. Très bonne journée à tous. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.